Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Un nouvel invité m'a rejoint, Martial Pabandji. Vous êtes le président de Wandara. C'est une association, une organisation de la société civile centrafricaine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Les Centrafricains, dans leur grande majorité, veulent la paix. La grande question reste comment y parvenir, surtout comment surmonter les obstacles au désarmement des groupes armés qui violentent les populations innocentes. C'est un sujet de la rédaction signé Deo Gracias Bodo. Malgré les efforts consentis depuis plusieurs années en République centrafricaine, les atrocités et autres formes de violation des droits humains, qui sont essentiellement le fait des groupes armés, perdurent. Une quinzaine de factions, plusieurs centaines de milices locales y font la loi et le pays semble avoir encore un long chemin à parcourir pour renouer avec la stabilité politique et sécuritaire. Pourtant, le gouvernement s'emploie à asseoir son autorité. Un certain nombre de tentatives ont été menées pour identifier des priorités et définir des plans d'action pour pacifier le pays. Après la signature des accords, de plusieurs accords qu'on a eus, les hostilités ont automatiquement repris sur le terrain. Alors c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que les groupes armés qui s'engagent dans ces accords-là, est-ce qu'ils le font de bonne foi ou c'est juste une simple formalité qu'ils essaient de faire et puis après faire endormir le peuple, sinon la communauté internationale et tous ceux qui s'engagent à pouvoir aider le pays à trouver la stabilité. Selon les Nations Unies, près de 80% des violences en cours en Centrafrique sont d'origine criminelle, avec seulement 6% du total pouvant être attribués au combat que se livrent les groupes armés. Les affrontements ramènent à deux raisons essentielles qui sous-tendent la plupart des confrontations dans le pays, notamment une guerre de contrôle de territoire et de taxation et une guerre pour le contrôle des ressources naturelles. Tous prétendent défendre des intérêts légitimes, à l'instar de la coalition Mouvement patriotique centrafricain, dont la zone de contrôle se situe dans le nord. L'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, quant à elle, opérait à Bambari, à près de 400 km à l'est de Bangui, la capitale, avant d'en être délogée par une opération de désarmement des casques bleus. Ce qu'il faut aujourd'hui plus que jamais, c'est que les gens sachent que si ces crimes continuent, les auteurs de ces crimes, les commanditaires, ceux qui ont les moyens de les faire cesser et qui ne le font pas, feront face un jour à la justice, parce que le règne de l'impunité est terminé. Dans la capitale centrafricaine, le climat politique demeure délétère. Le pays vit toujours au rythme des menaces et des attaques armées que même les soldats onusiens de la MINUSCA peinent à maîtriser. Les Nations Unies estiment que les pays voisins de la Centrafrique et la communauté internationale ont un rôle essentiel à jouer en vue d'aider le gouvernement à consolider ses acquis. De leur côté, les autorités se sont lancées dans un ambitieux plan national de relèvement et de consolidation de la paix qui vise à désarmer et à réintégrer les acteurs armés, à faciliter la réconciliation et la cohésion sociale, à améliorer la gouvernance, à réformer le secteur de la sécurité ou encore à favoriser le redressement économique. Martial Pabandji, le ministre Kokate l'a dit dans la première partie de notre émission, mais il n'est pas le premier. Il y aurait en Centrafrique des responsables, leaders d'opinion, responsables politiques, qui soutiendraient ou qui auraient intérêt à ce que les violences se poursuivent, à ce que les groupes armés ne désarment pas. Y a-t-il dans votre pays un business de la violence et du chaos? Ce que le ministre Kokate a dit, ce n'est pas la première fois, mais déjà nous devons savoir déjà c'est quoi les groupes armés. Les groupes armés au départ en Centrafrique, c'est d'abord des bandits. Premièrement, c'était des bandits, des coupeurs de route qu'on appelle communément Zaragina. Vous prenez sur les 14 groupes armés qui ont signé le processus du DDR, 90% de ces groupes armés ont été dans des groupes, soit sont ralliés, sont dans des activités criminelles avant. Donc c'est une conversion. Ils ont seulement transformé leur activité de bandits en des groupes armés, entre guillemets, qui puissent pour faire asseoir véritablement leur intérêt. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que tous les groupes armés, je l'ai dit bien et je mesure mes mots, les responsables de groupes armés sont souvent rattachés à des hommes politiques. Je vous dis tout ça, je peux les citer avec les noms, tous ceux qui sont connus. Vous parlez de Noureddin Adam, il a servi au temps pour la prise de pouvoir de Bozia en 2003, il est revenu en 2013. Abdoulaye Miskin au temps de Patassé. Tous les chefs rebelles, ils ont eu un parrain
qui était ou qui est dans le pouvoir politique. Il y a un focus du pouvoir en Centrafrique. Le focus du pouvoir, c'est quoi? Les institutions, c'est-à-dire les hommes politiques de chez nous, ils ont tous envie soit de prendre le pouvoir, soit de garder le pouvoir. Et ce focus, c'est-à-dire cette fixation pour le pouvoir, les amène à des activités aussi diaboliques que criminelles, à se rattacher pour des intérêts que eux seuls savent à des groupes armés. Qu'imaginez-vous comme intérêt? Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à voir ces groupes armés violenter les populations innocentes? Justement, j'étais en train d'expliquer que la réalité est qu'il y a eu combien d'accords qui ont été signés? Plusieurs, oui. Bien Plusieurs. Oui. Aujourd'hui, tout à l'heure, le ministre Kokate a évoqué la question de l'Union africaine avec le dialogue entre gouvernement et groupes armés. Mais on ne peut pas négocier avec les groupes armés puisque les groupes armés dépendent d'un ministère, c'est-à-dire l'institution, c'est d'abord les politiques. Normalement, le dialogue, pour moi, c'est-à-dire que le débat doit se produire au niveau institutionnel, au niveau des hommes politiques eux-mêmes, qui doivent comprendre que l'intérêt général, c'est d'abord la population qui continue de souffrir. Si je comprends bien, M. Babandi, le jour, vous avez des responsables politiques centrafricains qui, le jour, condamnent les violences et qui, le soir, dînent avec des criminels, des groupes armés. La question simplement, c'est de savoir à qui profitent les crimes, à qui profitent les groupes armés. Oui. Mais c'est ce que je vous ai expliqué, les groupes armés profitent à des gens qui manipulent, des gens qui sont en exil, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. Nous avons appris même qu'il y a des gens qui sont au pouvoir qui créent des incidents pour justifier des choses. Donc, non, quand vous dites ceux qui sont au pouvoir, y compris actuellement? Je n'ose pas. Non, mais la théorie vaut pour le passé comme pour le présent. C'est possible. C'est possible. Ce que je veux dire très clairement, c'est quoi? Nous avons deux anciens présidents de la République qui sont venus au pouvoir par des groupes armés qui sont à l'extérieur. Ils ont tout intérêt aussi, qu'on le veuille ou non, à ce que les groupes armés siègent pour qu'ils puissent avoir aussi leur place, qu'ils reviennent sur le champ de bataille. On reviendra justement sur un peu ce que je voulais, le rôle potentiel que peuvent encore jouer ces deux anciens présidents que vous évoquez, à savoir Michel Djoto Dia et François Bozizé, qui sont aujourd'hui en exil. Dites-nous, monsieur le ministre Kokate, c'est une chance de vous avoir sur mon plateau. Ce n'est pas toujours que j'ai la chance d'avoir un ancien rebelle. Vous connaissez bien la problématique, mais je le dis avec tous les égards, puisque vous avez participé à plusieurs négociations et accords de paix. Je pense notamment à Niamey, à Nairobi, etc. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, politiquement, peut constituer la revendication politique pour les groupes armés qui sévissent dans votre pays? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces 14 groupes armés qui sévissent aujourd'hui dans votre pays? Vous connaissez mieux leur psychologie. Je vais vous dire une chose. Oui. Tout simplement, déjà, les 14 groupes armés, à un moment donné, ils ont dit qu'ils ne sont pas représentés au niveau des institutions de la République. Le chef de l'État leur a tendu la main et le chef de l'État, avec son gouvernement, a demandé à ce que ces différents groupes armés puissent être représentés dans le gouvernement, dans le cabinet présidentiel, même dans le cabinet de la primature. Ils sont tous là. Et toute la question est là. Moi, je vais vous dire une chose. Du moment où les chefs de groupes armés, signataires du programme du DDR, et qui sont là en train de renier leur propre signature, c'est là où ça pose problème. Et cependant que ces différents chefs rebelles, qui certainement ont peut-être l'appui des leaders de l'opposition, comme monsieur... Il m'accusera en direct, comme ça. Et donc, vous voyez ça? Parce que c'est des gens, il faut d'abord chercher à savoir pour qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Oui, du moment où ils sont actifs dans le gouvernement, ils sont actifs dans le cabinet présidentiel, ils sont actifs dans le cabinet de la primature. Et au jour d'aujourd'hui, j'apprends par exemple que le FPRC de Noureddine Adam, qui exige, qui demande à ce qu'il n'y ait pas de représentants. Il dit, pour le citer précisément, mes hommes ne déposeront pas les armes tant qu'il n'y aura pas un dialogue national inclusif. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, le dialogue national inclusif, c'est normal. Comme M. Pabandi a dit, il faut discuter avec les leaders d'opinion, avec les chefs de parti, avec les partis politiques, y compris les groupes armés. Mais le forum de Bangui. Le forum de Bangui. Monsieur le ministre, vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, pour parler concret, c'est que faire?
La solution... Il refuse de désarmer volontairement. L'État n'a pas les moyens pour les désarmer. Je vais vous dire une chose. Le désarmement... Oui, faut-il aller... Le désarmement, il y a plusieurs étapes dans le désarmement. D'abord, le désarmement, la première phase, c'est la phase de la conscientisation. Oui. Voilà. La deuxième phase du désarmement, c'est la phase où on amène tout le monde d'une manière volontaire à déposer les armes. Et la troisième phase, si vous vous souvenez-vous, l'année dernière, sur ce plateau, je vous ai dit, il y a la troisième phase. La troisième phase, c'est le désarmement forcé. Donc, on est à quelle phase maintenant dans votre pays, s'il vous plaît? Comment? On est à quelle phase maintenant dans votre pays? Mais ça, c'est une stratégie de désarmement. Et nous sommes dans une phase de désarmement qui suit son cours. Les trois phases que vous avez énumérées. Nous ne sommes pas encore arrivés à la dernière phase, ça je vous le dis. Nous ne sommes pas encore arrivés à la dernière phase, mais ça ne tardera pas que nous allons arriver à la dernière phase. En août 2017, le 30 août précisément, pour être plus précis, le président Faustin Archange Touadéra a lancé un projet pilote expérimental consistant à réinsérer 14 éléments des 14 groupes armés actifs dans votre pays. C'était donc le 30 août 2017. Nous sommes le 13 avril 2018. Je vais vous dire une chose, mais c'est effectif. C'est effectif. Nous avons déjà des militaires, des anciens ex-combattants qui sont aujourd'hui intégrés dans les forces de défense et sécurité intérieure avec leur numéro matricule. Et je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, on se pose des questions, pourquoi les 14 groupes armés sont représentés dans le DDR, je vais vous dire une chose, c'est plus simplement, c'est que certains leaders de ces groupes armés ont des dossiers en justice. D'accord. Voilà. Et ils ne veulent pas désarmer, et leur problème, c'est de passer immédiatement par l'amnistie. Si on fait le lien avec ce que dit Monsieur le ministre, il y a des responsables donc, de groupes armés qui ont maille à partie avec la justice centrafricaine et qui n'ont aucun intérêt à ce que les hommes désarment. Il faut donc aller par la force. Voilà, vous n'avez pas d'armée. Que direz-vous de tous les autres chefs rebelles qui ont pris les armes? Alors, vous qui êtes critique vis-à-vis du président Faustin Archange Touadéra, parce qu'on a l'impression aussi aujourd'hui, il faut être objectif, la question sécurité dans votre pays ne dépasse pas aujourd'hui la personne du président Faustin Archange Touadéra. Quels sont les moyens dont il dispose et qu'il n'a pas utilisés? Les seuls moyens qu'il dispose, il dispose des moyens constitutionnels. C'est l'applicabilité de ces moyens qui cause problème. Oui, ça veut dire quoi concrètement? Monsieur le Président de la République, oui, comme le ministre l'a souligné ici, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Quand tu hérites d'un pays post-crise... Parlez concret, concrètement. Je vais en arriver. Oui, s'il vous plaît. Oui, on n'a pas assez de temps. Si il y a eu multiplication des groupes rebelles en République centrafricaine, ce n'est pas un hasard. On est toujours prêt à vouloir remettre la faute sur Pierre-Paul Jacques, mais on ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce que nous, on a fait, quelle est notre part de responsabilité dans cette vague de violence ou de multiplication de ces groupes armés en République centrafricaine. Beaucoup sont ceux qui sont encore là. Quelle solution avez-vous proposé et que le président Faustin Archange Touadéra n'a pas utilisé? Au niveau de l'opposition, alors, moi, je ne fais pas de l'opposition systématique. Oui, on est d'accord. On est d'accord. La solution, c'est d'abord qu'il se reconnaît en tant que président de tous les Centrafricains. Qu'il arrête d'abord, parce que le premier à prendre contact, à discuter directement avec les groupes rebelles, c'est lui. Or, il ne peut pas tout concentrer, le pouvoir, à son niveau. À partir du moment que si je suis en contact direct avec vous et que je suis un élément troublant, mais votre ministre qui viendra me voir, il n'a aucun poids devant moi. Monsieur le Président de la République, il doit d'abord... Monsieur Nyandoka, oui, vous reprochez donc au président Faustin Archange Touadéra de discuter, d'avoir accepté le principe de discussion donc, et de dialogue avec les éléments de certains groupes armés. C'est bien ce que vous... C'est-à-dire que d'entretenir des relations directes et amicales avec des gens qui tuent son peuple. Il y a des organes qui sont destinés pour... Vous pensez donc que le président entretient... Tous les Centrafricains le savent.
tous les Centrafricains récemment. Dernière en date, si vous me permettez, dernière en date, le monsieur qui est en train de s'aimer le trouble en kilomètre 5. Force. Il se fait appeler Force. Il s'appelle, c'est même pas pour rien, parce qu'on lui a donné plus de force, on lui a donné non, plus de pouvoir. Non, il s'appelle Nimedi Makta Yamous. Ok. Tout le monde connaissait le passé de ce monsieur, et aujourd'hui, on le voit reçu en grande pompe par le chef de l'exécutif. Nous allons vite en besoin, je pense. Moi, je vais vous dire une chose. Avant qu'on ne parle donc des solutions, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants, s'il vous plaît. À tout de suite.